Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. Que peut faire la psychiatrie pour empêcher que des gens qui ont une idéologie qui les amène à faire des actes terroristes, eh bien, puissent ne pas en faire, ou en tout cas qu'on puisse diminuer le risque de passage à l'acte hétéro-agressif, c'est-à-dire des tentatives de meurtre ou des meurtres, ou des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Alors, la psychiatrie, elle peut beaucoup si on la voit dans un sens assez large, et elle ne peut pas beaucoup si on la voit dans un sens plus restreint. Alors, je m'explique évidemment. La psychiatrie, si on la définit comme la médecine qui permet aux personnes souffrant d'un mal-être d'aller mieux, eh bien, en théorie, c'est complètement notre job et quasiment exclusivement notre job presque, finalement. C'est des histoires de terrorisme, c'est presque un job avant tout de psychiatrie. Et très secondairement, si quelque part la psychiatrie échoue, eh bien, un problème, je dirais, de police et de justice. Bon. Alors c'est évidemment on tire le trait évidemment. Et puis de l'autre côté, si on la voit comme vraiment quelque chose qui consiste à soigner des gens uniquement s'ils le demandent, s'ils sont conscients de leurs troubles, et ne s'occuper que de l'aspect purement médical, biologique et technique, bon alors là la psychiatrie peut faire pas mal, mais là pour le coup nettement moins. Alors on parle de tout ça parce qu'il y a eu récemment quelqu'un qui souffrait d'un trouble psychiatrique qui a commis un attentat terroriste au nom d'une idéologie quelconque, peu importe, d'ailleurs ça ne change pas vraiment le sujet à vrai dire. La question aujourd'hui, hier et avant-hier, c'était de se dire mais est-ce qu'il n'y a pas eu un échec de la psychiatrie? Est-ce que les lois actuelles sont adaptées, etc. Alors on va essayer d'en parler. Alors, concernant les lois, vous savez qu'il est possible de soigner des gens, même sans leur accord en France, depuis très longtemps, à mon avis depuis toujours. Et quand je dis toujours, c'est que même quand la psychiatrie n'était pas la psychiatrie, c'est quand il y avait à l'époque des asiles, où finalement on pouvait à peu près rien faire pour les gens, eh bien on les enfermait. C'était comme ça. Donc même contre leur avis, même s'ils étaient d'accord. C'est toujours une violence de soigner des gens contre leur avis. Toujours. Même des gens qui sont déprimés, qui vont très mal, ils le vivent douloureusement. C'est toujours une violence, c'est toujours compliqué, mais on considère, les sociétés en général, parce que c'est à peu près le cas partout, je crois, considèrent que le rapport bénéfice-risque est en faveur du bénéfice, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas capable de donner un consentement aux soins, mais qui manifestement pourrait en bénéficier, on considère qu'on va, entre guillemets, le forcer à soigner, et qu'une fois qu'il ira mieux, il se rendra compte que c'était pour son bien. Alors c'est globalement toujours le cas, sauf éventuellement à faire des erreurs diagnostiques, mais en général, c'est toujours le cas, même pour des patients qui ne retournent pas à un état dit normal. Par exemple, les personnes qui souffrent de schizophrénie, qui sont en excès délirant, hallucinatoire, elles vont aller mieux, mais mieux dans la schizophrénie, malheureusement, c'est donner des antipsychotiques, faire un peu d'accompagnement du patient, mais l'état optimum, entre guillemets, chez quelqu'un qui souffre d'une schizophrénie et qui a nécessité d'être hospitalisé pour un délire, il n'est pas extraordinaire, à vrai dire. Il persiste des symptômes dits négatifs de désorganisation intellectuelle, comportementale, émotionnelle, de repli. Donc mais malgré tout, quand on diminue le délire, les gens disent ah ouais non quand même là j'étais pas bien, je souffrais beaucoup de mon délire, je suis beaucoup mieux sans mon délire, ou en tout cas avec un délire moins prenant et avec une adhésion, une croyance entre guillemets dans ce délire beaucoup moins intense. Donc ça c'est la règle. Alors, je ne parle même pas des gens déprimés. Les gens déprimés qui ont envie de mourir, quand ils vont, eux, pour le coup, beaucoup mieux, qui vont même très bien, qui vont même parfois même mieux qu'avant d'être déprimés parce qu'ils avaient un trouble anxieux avant et qu'en plus, finalement, on a aussi traité de trouble anxieux en même temps. Bref, ces gens-là, pour le coup, alors évidemment, ils sont absolument ravis qu'on les ait forcés, même si, au moment où on les a forcés, ils en ont souffert réellement, bien sûr. Bon, donc tout ça pour dire que l'hospitalisation sous contrainte, elle existe. Les soins ensuite en dehors de l'hôpital sous contrainte, ils existent aussi. On peut forcer quelqu'un à aller à des rendez-vous et même à prendre un traitement. Notamment, il y a des traitements, dans le cas des schizophrénies ou des délires chroniques, dans le cas d'un trouble bipolaire par exemple, qui sont injectables, avec une durée d'action longue. Donc injectable, donc on est sûr que ça a été fait puisque l'infirmier a fait l'injection de lui-même, donc on est sûr que ça a été injecté, ça ne peut pas être enlevé ensuite, et on sait qu'une fois que c'est injecté, il y aura 2, 4, 6, 8 semaines, ça dépend des traitements, le traitement va être finalement dans le sang du patient, et donc va lui permettre d'avoir des délires beaucoup moins importants. Donc il y a des solutions pour faire en sorte que des gens délirants, hallucinés, puissent éventuellement être mieux. Donc là, je parle de psychiatrie finalement en général, mais pour qu'on soigne les gens de force en France, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'urgence. Par exemple, quelqu'un qui veut se suicider. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il va tuer quelqu'un d'autre ou qui va faire du mal à quelqu'un d'autre.
ça c'est une urgence, et donc là, soit des tiers, par exemple les parents, frères et sœurs, je sais pas, peu importe, soit un représentant de l'État, le maire, le préfet, soit un péril imminent, c'est-à-dire vraiment on voit un docteur voit en urgence un patient en consultation, voilà, et donc il va y avoir une procédure qui va être contrôlée par un juge. Ça ne sera pas une décision judiciaire, hein, mais c'est une procédure qui va être contrôlée par un juge, et le juge finalement va dire oui, cette procédure est valide ou elle n'est pas valide. Eh bien, toute cette procédure, elle est légale, elle est contrôlée, et elle est appliquée, encore une fois, à des gens qui sont dans un état vraiment urgent, grave, très très grave, très urgent, où il y a un péril pour eux. Mais eh ben, pour les gens un peu moins sévères, c'est vrai qu'il y a un trou. Là, en l'occurrence, le cas qui nous intéresse récemment, c'est quelqu'un qui, manifestement, de ce que j'en ai compris, je ne connais pas le dossier, mais en tout cas, n'était pas un schizophrène chronique qui hallucinait en permanence et qui avait des hospitalisations régulières. Manifestement, ce n'était pas le cas. Il a été capable d'être auditionné, il avait déjà eu des condamnations à des peines de prison, il n'était pas allé, il n'avait pas fait sa peine en psychiatrie. Donc c'est manifestement quelqu'un qui, admettons même qu'il souffre d'une schizophrénie, ne souffre pas d'une schizophrénie gravissime, manifestement. Alors attention, ce qu'il a fait est gravissime, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément lié à la gravité de sa maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Apparemment, il n'est peut-être même pas schizophrène, j'en sais rien du tout. Hein. Donc ça, c'est important à comprendre que pour les cas un peu en dessous, ben, on n'a pas d'outil légal. Donc ça veut dire que quelqu'un qui pourrait représenter un danger parce qu'il a été radicalisé par une idéologie, d'accord, donc il est victime, entre guillemets, une fois. Alors attention, je ne dis pas que c'est qu'une victime, c'est aussi un criminel et un terroriste, mais il est victime d'une radicalisation. Hein, c'est pas lui qui a inventé ça, hein, il s'est fait prendre dedans, d'accord, soit parce que ses parents, apparemment là c'était pas le cas, soit parce que des entourages, parce que, peu importe, il est victime de se radicaliser et c'est jamais bon pour personne. Et il est aussi victime d'un trouble psychiatrique manifestement modéré, mais donc il est 2 fois victime et on ne peut pas l'aider finalement. On ne peut pas l'aider parce qu'on n'a pas les moyens légaux de l'aider. Donc ça c'est une première chose. Les docteurs ils pensent avant tout aux patients. Mais il y a d'autres personnes à qui il faut penser, c'est les gens qui pourraient mettre en danger. Et donc il y a des situations comme ça où les gens on sait qu'ils sont potentiellement dangereux, que leur trouble psychiatrique peut éventuellement, s'il n'est pas soigné, aggraver la dangerosité, et on ne peut rien faire. Et donc effectivement là je pense, c'est qu'un avis personnel, je ne suis pas de politique, il y a une place pour effectivement une procédure légale encadrée par un juge, mais qui permettrait à des gens qui ne présentent pas un danger imminent, ni pour eux-mêmes ni pour les autres, d'être forcés à avoir des soins psychiatriques. Alors la procédure elle serait assez complexe, il faudrait bien sûr à mon avis un expert qui soit compétent pour évaluer le patient et qui puisse donner des guidelines, des lignes directrices de prise en charge très strictes et qui soient appliquées, et qu'il y ait bien sûr un contrôle, par exemple du juge des libertés, j'en sais rien, je dis ça au hasard, qui puisse valider ou pas cette demande d'obligation de soins qui aura été elle-même demandée soit par la police, soit par la justice, enfin je ne sais pas par qui, par le préfet, enfin par le représentant de l'État, peu importe, par un maire, par quelqu'un. D'accord ? C'est-à-dire, voilà, la police, les renseignements ont suffisamment d'informations pour dire que cette personne est potentiellement dangereuse et semblerait souffrir d'un trouble psychiatrique. On l'envoie à un expert qui est vraiment expert, on l'espère. L'expert va dire, effectivement, il souffre d'un trouble psychiatrique, il ne va pas ni se prononcer sur quoi au cas, il souffre d'un trouble psychiatrique, voilà ce qu'il faudrait comme traitement. Et puis ensuite, la justice, par exemple le juge des libertés, dit, voilà, j'ai reçu cette demande des services, l'expert est passé, il a dit ça, moi effectivement en tant que juge je trouve qu'il y a un danger, donc j'oblige cette personne pendant X temps à avoir les soins appropriés et je contrôle les soins appropriés. Pas uniquement je signe chez le psychiatre que j'ai pris mon rendez-vous, je contrôle les soins, je contrôle vraiment les soins. Et ça, croyez-moi, ce sera de très loin, de très loin le plus dur. Trouver un expert compétent qui va adresser un médecin, qui va effectivement à proposer les soins appropriés et que le juge va pouvoir contrôler que les soins appropriés ont été faits. Croyez-moi, ça c'est vraiment pas simple. Bref, en tout cas, ça semble effectivement un dispositif qui serait potentiellement légitime. Alors après, est-ce qu'il se défend sur un plan des valeurs, des libertés individuelles? J'en sais rien, je suis pas philosophe ou je sais pas quoi, je sais pas qui est compétent dans le domaine. En tant que citoyen, je peux avoir un avis, mais à la limite, on s'en moque de mon avis en tant que citoyen. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Donc, oui, on résume, oui, il y a un trou légal. On ne sait pas quoi faire de ces personnes-là. Pour l'instant, on ne peut pas les forcer à soigner. Oui, il est possible d'imaginer une prise en charge qui
passerait par voilà, des choses vraiment carrées et légales, réglementaires pour ces patients-là. Et le principal challenge, ce serait de s'assurer que, un, l'expertise serait bien faite, et que deux, les soins adaptés soient vraiment effectués. Parce que bon, on a un problème, hein. On peut très bien, ça va dépendre sur qui on tombe, on peut très bien tomber sur quelqu'un qui va dire « Oh oui, bah moi, pour un patient comme ça, une psychanalyse suffit. » Bon, voilà, hein. À ma connaissance, il n'y a pas d'indication de la psychanalyse en psychiatrie, mais beaucoup de gens font des psychanalyses. Mais bon, voilà, enfin, c'est un autre débat, ça, c'est une problématique purement franco-française, on va dire. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un vrai sujet, il ne faut pas l'ignorer. La psychiatrie peut aider les gens, parce que vous comprenez bien que quand on va mieux dans sa tête, on est un peu moins sujet à pouvoir être endoctriné. D'accord ? Et donc, voilà, il y a vraiment une discussion. Alors maintenant, je voudrais quand même qu'on parle un peu des profils. Il faut être clair, hein, les profils qui passent à l'acte, ce n'est pas des patients psychiatriques graves. D'accord ? Alors, on va prendre juste un contre-exemple de quelqu'un qui serait très grave. C'est vraiment, admettons, la personne qui souffre d'une schizophrénie très grave, qui est très désorganisée dans sa tête, qui est dans ses émotions, dans son comportement, dans son attitude. On le voit à 1000 km qui ne va pas bien dans sa tête, il n'y a pas besoin d'être psychiatre. Il délire, il hallucine. Bon, ce mec-là, oui, il peut éventuellement se faire manipuler par des gens radicalisés pour éventuellement faire une fois un coup de couteau. Bon, il va très mal le faire, il va peut-être se le faire lui-même. Entre-temps, s'il y a une voix qui lui parle, il va peut-être aller au supermarché acheter autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est pas des très bons terroristes, quoi, on va être très clair. Hein. Les patients qui souffrent de troubles psychiatriques sévères, c'est pas des bons terroristes. La personne déprimée gravement, elle peut à peine sortir de son lit et prendre une douche. C'est elle qui va faire un attentat? Non. Donc, il est évident que les patients, que dans cette population, on retrouve beaucoup de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, eh bien, les troubles psychiatriques en question ne sont pas très sévères. Ou alors, s'ils le sont, c'est qu'ils ne représentent plus un danger. Hein. Donc, les gens qui sont radicalisés et qui représentent un danger, entre autres parce qu'ils ont des troubles psychiatriques, ces troubles psychiatriques-là sont presque par définition peu sévères ou modérément sévères. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui est un peu psychopathe sur les bords, c'est quelqu'un qui... parce que s'il est très psychopathe, quelqu'un à la maison très psychopathe, qu'est-ce qu'il va aller faire des attentats terroristes ? Il est complètement autocentré, il ne s'intéresse pas aux autres, les autres n'existent pas, il ne s'intéresse pas à l'idéologie. Quelle perte de temps pour un psychopathe, l'idéologie. Vous n'imaginez pas. Une religion pour un psychopathe. Vraiment, il vous traite de débile. Il vous dit, mais qu'est-ce que... Quoi, je vais aller prier, faire des trucs, etc. Moi, j'ai autre chose à faire, quoi. Bon, donc... puis alors, une cause, oh là là, faire quelque chose au nom d'une cause. Un psychopathe, non. Alors oui, quelqu'un un peu psychopathe sur les bords, oui, il est dangereux. Quelqu'un qui souffre un peu d'une schizophrénie un peu légère, on va dire, qui n'est pas très très délirant, qui n'est pas très très organisé, pourquoi pas aussi. Voilà, il y a plein de possibilités comme ça. Quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire, qui est en accès un peu maniaque, qui se prend pour le sauveur du monde, s'il pense que sauver le monde, c'est tuer des gens, malheureusement, c'est possible qu'à ce moment-là, lors d'un accès un peu maniaque ou hypomaniaque, il puisse passer à l'acte. Il y a plein d'options possibles, on va dire. D'accord ? Mais, encore une fois, très rarement, ce seront des gens très sévères. Hein. Les patients psychiatriques sont beaucoup plus souvent victimes qu'auteurs. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et quand ils sont traités, ils sont encore moins fréquemment auteurs. D'accord ? Donc, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. Ensuite, dernier point, le nombre. On l'a dit tout à l'heure, dans cette population de gens radicalisés et potentiellement dangereux, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Alors, il y en a qui disent 15, 20, 30%. Bon. Alors, je voudrais vraiment calmer tout le monde là-dessus. Hein. C'est un pourcentage à peu près normal. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes au hasard, au club bouliste d'Acapulco, je dis n'importe quoi, je sais pas, dans la rue, au hasard comme ça, vous avez 1% de personnes qui souffrent de schizophrénie, 1% de personnes qui souffrent de troubles bipolaires, 2-3% de personnes qui souffrent de TDAH, 1% de personnes qui souffrent de troubles du spectre autistique, 10-12% de personnes qui souffrent d'un trouble anxieux, quelle que soit sa forme, et une personne sur 5 qui, dans sa vie, aura fait une dépression. Ça fait du monde. Hein. Et je ne vous parle pas de troubles de personnalité, etc. Hein. Je vous ai fait là les grands trucs. D'accord ? Donc ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Donc c'est pas très étonnant que dans une population, en plus fragile, alors encore une fois, ne me faites pas dire que je défends qui que ce soit. C'est par les gens radicalisés, c'est des terroristes, il faut
faut être très ferme de ça, mais c'est des pauvres gens. Enfin, je veux dire, quelle triste vie. Quelqu'un qui va bien, il n'est pas terroriste. Quelqu'un qui va bien même oubliez les troubles psychiatriques. Juste quelqu'un qui va bien dans sa vie, il n'est pas terroriste. Vous imaginez dans quel état dans sa tête il faut être pour accepter de devenir un terroriste. C'est terrible. Alors, bien sûr que la radicalisation idéologique amène les gens à faire des choses incroyablement, en l'occurrence mal. Mais encore une fois, même quand on est très radicalisé, aller prendre une arme et aller tuer des gens dans la rue, je vous promets que ce n'est pas tous les radicalisés qui peuvent faire ça. D'accord? Donc voilà, encore une fois, c'est triste pour eux, surtout ceux qui sont de troubles psychiatriques, parce qu'on peut éventuellement les aider. Et c'est dommage parce que, effectivement, actuellement, les lois ne permettent pas d'aider ces personnes-là. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il fallait absolument faire une loi comme ça, d'accord? Je ne dis pas ça. J'ai pas dit non plus, a fortiori, qu'il fallait la généraliser aux gens qui ne représentent pas de danger. Ça, pour le coup, je me mouille, je serais contre. Hein, clairement, je serais contre que ce type de loi-là s'applique aux gens qui ne représentent pas un danger. Hein, encore une fois, de quel type de loi on parle? On parle de loi qui permettrait d'obliger les gens à se soigner, même s'ils n'ont pas un trouble grave. Ils ont un vrai trouble, mais pas un trouble grave. Moi, je pense que les gens qui n'ont pas un trouble grave, il n'y a aucune raison de pouvoir les forcer à se soigner. Et ce serait, là pour le coup, je me mouille un peu, une dérive très autoritaire, je trouve, de la société. C'est un avis personnel, il ne vous intéresse probablement pas, et j'en suis désolé, mais c'est mon avis. Donc, encore une fois, il ne s'agirait de faire ce type de loi que pour des personnes très, très particulières qui représentent un danger sous contrôle d'un juge et avec une réévaluation régulière. Et je vous dis, même si ça se fait, c'est pas ça qui va régler le problème de la radicalisation. Et pour une raison simple, c'est que bien sûr, il n'y a pas que des problèmes psychiatriques dans la radicalisation, loin de là. Il y a quand même un problème de base d'idéologie qui est présente. Et puis aussi, il faut le dire, quand bien même cette loi existerait, eh bien, elle serait soumise à l'efficacité du maillon le moins efficace de la chaîne. Hein. Une chaîne, elle est solide en fonction du maillon le moins solide de sa chaîne. Et je crains, il n'est pas impossible, que les maillons les moins solides de la chaîne puissent ne pas être du côté de la police et de la justice. Voilà, c'est une inquiétude qu'on peut avoir, et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait s'assurer que les personnes qui vont prendre en charge ce type de patients soient particulièrement bien formées, à jour de leurs connaissances scientifiques, et qui n'adhèrent pas à des idéologies eux-mêmes philosophiques, on pourrait dire, en psychiatrie, qui seraient un peu particulières. Je suis sûr que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.